Low-code ou no-code, c'est la tendance 2021 qui gagne la France. Alors faire du low-code ou du no-code, c'est développer une application sans coder ou alors avec très peu de programmation. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est une tendance qui arrive en France? On va en parler avec des connaisseurs, des précurseurs. Pierre Launay, président de l'agence Cube, anciennement Infra, je ne sais plus. Intrafunders. Vous êtes pionnier, vous, dans l'utilisation de technologies low-code, donc qui vous permet de créer des applications premium personnalisées pour des entreprises en un temps record. Également autour de la table, Francis Lelong, qui est connu notamment pour avoir cofondé le site e-commerce Sarenza. Aujourd'hui, vous êtes CEO, cofondateur de l'agence pionnière en France sur le 100% no-code. Allegria.tech. Et également avec nous en visio, Philippe Wojcik, qui est directeur Cloud Engineering chez Oracle France, fournisseur de logiciels de gestion de données, si je résume. Et Oracle vient tout juste d'annoncer une version cloud de son outil de développement low-code qui s'appelle Apex pour Application Express. Alors, on va commencer par ce low-code avant d'adresser la question du no-code. Est-ce que vous considérez déjà, Pierre Launay, qu'on parle ici d'une révolution dans le secteur des applications ? Alors, c'est une révolution parce que ce sont des outils qui aujourd'hui arrivent à maturité. Alors, le low-code, le no-code, c'est vraiment des outils qui sont aujourd'hui pas nouveaux, qui existent depuis une dizaine, vingtaine d'années et qui ont évolué. En fait, où clairement, aujourd'hui, on va avoir des outils qui sont de plus en plus unifiés, où on va pouvoir, avec une seule même personne, gérer de plus en plus de choses au même endroit. Une application, aujourd'hui, c'est trois grands aspects. Un aspect de visualisation front, où on va pouvoir visualiser des datas, des aspects de logique, de workflow où on va pouvoir organiser ces datas et clairement les bases de données après derrière pour pouvoir les structurer. Et aujourd'hui, ces espaces unifiés permettent du coup d'avoir beaucoup plus d'agilité, de flexibilité et de travailler en rapidité. Du coup, ce qui hier était moins le cas. Moins de liberté. C'est-à-dire sur toutes les étapes, toute la chaîne de fabrication, on va dire de développement de l'application, oui. Aujourd'hui, on peut utiliser des outils qu'on appelle des outils low-code, oui. Qui utilisent un minimum de programmation. Alors, pour bien comprendre un peu cette nébuleuse no-code, low-code, nous, on estime qu'il y a vraiment trois grandes parties en fait dans ce monde, dans cet environnement-là. Il y a vraiment tous les outils d'automatisation, qui ont une mission très simple, chacun d'entre eux. Excel est un outil no-code de traitement de données, Typeform est un outil no-code de formulaire, Zapier est un outil no-code de connexion entre l'ensemble de ces outils-là. Et on va pouvoir déjà travailler avec tous ces outils très différents pour avoir un ensemble qui n'est pas unifié, mais qui permet quand même de traduire une proposition de valeur. On va avoir un parcours utilisateur qui du coup sera limité, une expérience qui ne sera pas forcément très bonne pour l'utilisateur final. Ensuite, vous avez les outils du coup no-code complètement unifiés, où vous n'avez pas une seule ligne de code pour pouvoir produire une application, mais là aussi, vous pourrez avoir à un moment donné une limite technique, une limite de performance qui n'est pas forcément quelque chose de dérangeant pour certains projets, mais qui vont forcément à un moment donné à poser la question de la limite de ces outils. Et donc ensuite, vous avez la troisième dimension, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, low-code, où vous avez une grande puissance no-code, vous pouvez faire énormément de choses sans code, mais vous pouvez également en rajouter. Et là, la performance technique, la performance design n'a plus de limite. La seule véritable limite qu'on pourrait y trouver, c'est l'algorithmie pure. Voilà, ce ne sont pas des outils qui sont faits pour ça. Francis Lelong, c'est une révolution. Je vous pose aussi la question, là, ce dont on parle, ce low-code, ce no-code. Qu'est-ce que ça change véritablement pour la création des apps ? C'est une vraie révolution et je pense qu'il faut remettre ça dans son contexte historique du développement d'applications logicielles. Ça fait 20 ans qu'on essaye effectivement de trouver des outils pour ne plus avoir à faire de code. Moi, je me souviens, dans les années 80, je faisais du HyperCard pour ceux qui étaient sur Mac et déjà, j'ai essayé de faire mes petites applications tout seul. Je ne suis pas du tout issu du monde du développement. Je ne suis pas codeur moi-même. J'ai fait toute ma carrière dans le digital et comme beaucoup, j'ai eu énormément de difficultés à transmettre mes idées, à faire avancer mes idées avec des équipes techniques. Il faut garder en tête qu'il y a 0,3% de la population qui s'est codée aujourd'hui dans le monde et il y a 500 millions d'applications à créer dans les 5 prochaines années. On n'y arrivera pas, ce n'est pas possible. Il faut changer de paradigme. Et le no-code permet cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le no-code, pourquoi ça arrive aujourd'hui ? Parce que c'est le résultat de deux révolutions, dont une que tout le monde a entendu, dont tout le monde a entendu parler, qui est le cloud. Sans le cloud, il n'y a pas de no-code. C'est ça le gros changement de ces 5 dernières années.
On a tous entendu parler du cloud. Beaucoup de chefs d'entreprise se sont dit, mais pourquoi mettre mes data dans le cloud? À quoi ça va servir? Elles sont très bien sur l'ordinateur derrière mon DAF au fond du bureau. La raison, c'est celle-ci, c'est que ça permet aujourd'hui d'accéder à la data de partout. La deuxième révolution, c'est les API, donc les outils, l'Esperanto qui permet à toutes ces applications de pouvoir parler entre elles de manière extrêmement simple. Et ça permet de créer ce qu'on appelle des microservices, tout un tas d'univers de logiciels qui vont chacun résoudre une problématique et qu'on va pouvoir faire travailler ensemble. Et grâce à ça, on peut aujourd'hui effectivement faire toutes sortes d'applications 4 à 5 fois plus vite, 4 à 5 fois moins cher et 100% personnalisées, avec plus de 500 outils no-code aujourd'hui qu'on référence, nous, chez Allegria. Alors après, on va rentrer dans le détail, expliquer comment c'est possible, mais je vais d'abord donner la parole à Philippe Wojcik, directeur cloud Oracle France. On a prononcé le mot cloud. Oracle Apex est déjà utilisé par beaucoup de développeurs, c'est pas quelque chose de nouveau, mais là, Oracle a décidé justement de se lancer dans le low-code, dans le cloud. C'est ça, j'ai bien compris ? Ouais, tout à fait. En effet, ça, Oracle, en fait, pour la petite histoire, c'est un éditeur logiciel. On a beaucoup de suites logicielles en SaaS, que ce soit de l'ERP, de l'HCM, toutes les grosses suites qu'on peut avoir. Et sur la partie technologie, en fait, on a depuis un certain temps, on avait Forms, Oracle Forms à l'époque, Oracle Report, qui permettait de déployer l'application low-code on-prem depuis un certain temps. On a sorti Apex nativement dans la base et dans le cloud il n'y a pas très longtemps non plus. Et on vient de sortir un service en effet natif, 100% natif, qui facilite l'adoption du low-code et on le verra à travers les échanges. C'est pas une révolution pour nous chez un Oracle, on en fait depuis un certain temps. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faciliter l'adoption des choses. On l'a vu sur le multi-cloud, on le fait sur le low-code. On a vraiment une stratégie de faire converger les datas au niveau d'un seul et même endroit et de développer une application on top d'une base de données pour faciliter l'adoption de ce low-code. Et on a une tendance également à aller vers le no-code, mais bon, le no-code, voilà, on a plutôt une solution qui est visuelle, qui est une notion graphique qui permet de développer et de faire rapidement une application. Inversement, la partie stack, c'est une approche un peu plus, faut la construire, faut la faire évoluer. Il peut y avoir des complexités sur les choix des outils. Nous, on a plutôt tendance nativement à l'inclure dans la base. En plus, c'est un service en effet qui est gratuit sur Oracle, qui vient de sortir en offre de service PaaS également, avec un montant qui est très faible et qui facilite grandement l'adoption de ce low-code au niveau d'Oracle. Alors, vous dites c'est pas nouveau, ça effectivement c'est pas nouveau, mais alors pourquoi ça s'accélère? Pourquoi en ce moment tous les grands acteurs de la donnée, du logiciel se mettent à communiquer et à faire et à proposer des plateformes low-code? Qui veut répondre à cette question? Je pense qu'il faut quand même bien préciser la différence que nous, on estime fondamentale entre le low-code et le no-code. Oui. Le low-code, c'est vraiment une évolution. Ça fait 10 ans que ça existe. Il y a plein d'autres applications low-code qui sont là. Effectivement, avec une adoption relativement faible en France, on pourrait se poser la question pourquoi des éditeurs comme Betty Blocks, OutSystems fonctionnent déjà très bien en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande. La grande différence avec le no-code, c'est que pour la première fois, des non-développeurs peuvent vraiment faire des applications. Et ça, c'est un game changer. Ça va vraiment changer complètement la manière de faire. Et ça va permettre, entre autres, dans les grands comptes également, avec des applications comme Uncork, de pouvoir donner la main à des gens du métier pour créer leurs applications. C'est ça la grande révolution, parce que même avec le low-code, il faut être développeur. D'ailleurs, je pense qu'entre nous, je sais que Cube, eux, ils recrutent plutôt des développeurs. Nous, on peut aujourd'hui recruter des gens qui n'ont aucune historique en termes de développeurs. Alors là, ce que vous dites, c'est une catastrophe pour l'emploi des développeurs. Pas du tout, parce que de toute façon, on aura absolument besoin d'eux et on n'en a pas assez. Et on n'en aura jamais assez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands comptes ont des backlogs énormes d'applications. Moi, je connais des gens aujourd'hui, ils vont même plus voir leur DSI pour leur demander des solutions logicielles parce qu'ils savent que de toute façon, la réponse, ça sera non. Et en particulier dans les fonctions support. Pas le temps. Il faut d'abord s'occuper du métier, il faut d'abord s'occuper des clients. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on vous fera un SIRH. S'il reste un petit peu de temps, on vous fera un outil interne pour la direction financière. Donc, c'est très important de garder ça en tête, cette évolution fondamentale et le mouvement du citoyen développeur qui est en train d'émerger extrêmement fort aux États-Unis, donc de gens qui arrivent de tous horizons et en particulier des gens qui historiquement étaient plutôt dans l'UX, l'UI design, donc dans la création d'interfaces.
Moi, je vois aujourd'hui mon associé, Christelle, le premier jour, elle a réussi à faire sur Bubble un système avec un login password sans une ligne de code, alors qu'avant, ça lui prenait 3 jours pour le faire. Ça a été une révolution. Moi, la première fois où j'ai utilisé Airtable, ma vie a changé. Ça a été vraiment, et je l'ai mis dans toutes les boîtes que j'ai dirigées depuis 5 ans. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un vrai fossé encore entre le low-code qui continuera à vivre et qui permet déjà d'aller beaucoup plus vite pour accélérer le temps de création d'une application, et le no-code qui donne accès à des nouvelles personnes, à la possibilité de faire eux-mêmes leur logiciel. Alors Pierre Launay, spécialiste du low-code, ça permet notamment de travailler des applications premium, plus personnalisées, donc vous avez besoin de développeurs dans vos équipes, on l'a compris. Ces développeurs, est-ce qu'il faut les former? Est-ce que c'est une formation spécifique pour le low-code? Alors, c'est clair que la compétence est plutôt rare aujourd'hui sur ces nouveaux outils qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure, à maturité que depuis peu. Bubble en particulier, qui est le stack que nous utilisons majoritairement. La compétence n'est pas répandue sur le marché. Le stack, c'est une plateforme. C'est une plateforme, clairement la plateforme low-code qui aujourd'hui permet selon nous le plus de choses en termes de puissance technique et de performance. Mais même si cette courbe d'apprentissage est importante, elle est quand même moindre par rapport à l'apprentissage des langages traditionnels. Et plus que la maîtrise de ce stack technique, il y a également la manière de développer une application qui est très importante. Et c'est peut-être la petite différence de perception qu'on va avoir chez Cube, c'est que même en no-code, il y a une manière de développer. Ou en gros, clairement, c'est ce qu'on pense pouvoir apporter également à nos clients, même si aujourd'hui la réappropriation de la tech est beaucoup plus forte qu'hier, où on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, un login sign-up, comme tu l'as dit Francis, beaucoup plus rapidement. La manière de no-coder et la manière de faire ce login sign-up va être totalement différente entre un développeur qui a un peu ses super pouvoirs grâce au no-code et quelqu'un qui n'a jamais fait de code du tout et n'a pas du tout un mindset de développeur, où on va peut-être avoir un login qui sera fait rapidement, mais qui sera beaucoup plus lent dans sa manière d'être exécuté à l'écran avec l'utilisateur final, parce que la logique mise derrière en no-code ne sera pas optimisée. Donc on peut faire beaucoup plus de choses, on peut se réapproprier la tech, c'est vraiment ce que... avoir en tête toujours l'expérience utilisateur et savoir Ça, quels sont les mécanismes qui permettent de fluidifier l'expérience. Nous, on pense vraiment que développer un projet, un produit, c'est le croisement de 3 métiers. Métier produit, tout ce qui va concerner le parcours utilisateur, clairement l'architecture de l'application, la perception utilisateur final, les scénarios utilisateurs, l'aspect design, ce qu'on va voir quand même, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est suffisamment épuré, quelle est l'expérience qu'on a envie de créer, et tout l'aspect tech derrière, qui concerne justement l'imbrication de ces deux éléments-là. Et donc, ça demande quand même une certaine compétence pour pouvoir arriver à un certain niveau d'application. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses par soi-même, mais à un moment donné, si on veut pouvoir pousser les limites, il va falloir avoir une certaine expertise. C'est un peu le même exemple qu'un entrepreneur avec son expert comptable. Il va maîtriser 60 à 70% de sa comptabilité, mais s'il veut avoir l'ensemble du tableau, il lui faut un expert comptable, chacun son métier à un moment donné, si on veut avoir l'ensemble du tableau. Alors les métiers, on va en parler. Philippe Wojcik, la vraie révolution du low-code, no-code, est-ce que c'est pas ça justement, de dire qu'on va remettre entre les mains des métiers, des professionnels du service qui va être mis à disposition de l'utilisateur final, leur mettre entre les mains l'outil qui va leur permettre de fabriquer l'application? Ouais, c'est tout à fait le cas en fait. On a donné en fait du coup au métier une façon de se digitaliser hyper rapidement, de développer hyper rapidement une application. Moi je le vois, hein, c'est mon expérience personnelle chez Oracle. Les grands clients qu'on a pu accompagner à ce jour sur l'adoption du low-code sont des lignes métiers de ces clients-là. C'est pas forcément l'IT, c'est pas forcément les lignes de développeurs natifs qu'on avait l'habitude de croiser. C'est vraiment c'est aller déployer une application pour les RH. Le bon exemple c'est Oracle. Oracle, on est 120 000 personnes, on a 40 000 applications en Apex qui sont développées à côté de nos gros systèmes. On a un gros ERP, on a un gros HCM. À côté, on a 40 000 applications qui gravitent, qui sont soit jetables, qui n'ont pas de vie, qui servent pour une campagne marketing, qui servent pour une opération quelconque. Et puis, on a à côté de ça des applications qui perdurent. Et en effet, cette adoption-là, en fait, elle est beaucoup plus rapide dans les lignes métiers et ça leur permet justement d'aller nativement et très facilement déployer ces applications-là. Et c'est un vrai avantage pour eux que justement de pouvoir être rapidement en production sans avoir à créer cette base de données, sans avoir à installer un middleware ou un serveur d'application. Ils vont directement, avec un outil no-code, aller drag and drop des boîtes, des outils et créer cette page, créer ce site pour aller consommer très rapidement justement une application. Après, la grosse tendance qu'on voit nous, c'est ces applications qui perdurent dans le temps et in fine après qui ont besoin de production et qui ont besoin en fait de vivre dans le temps.
Ils ont besoin de scalabilité, elles ont besoin de performance. Un jour ou l'autre, on met une donnée dedans. La donnée, peut-être qu'il faudra la chiffrer. Et c'est là où le cloud fait sens, puisqu'on fait converger la donnée vers un seul et même endroit, vers un repository unique sur lequel en fait on peut tirer parti de l'infrastructure. On a besoin d'avoir une campagne qui dure plus longtemps, on a besoin d'aller attaquer plus de ressources, on a besoin d'avoir plus d'utilisateurs connectés, plus de performance. Facilement on l'étend. Grâce au cloud, facilement on ajoute de la capacité de calcul, on ajoute du stockage complémentaire, on étend ces clusters sur lesquels tourne la partie Apex. Et très facilement, du coup, le métier va pouvoir scaler ses environnements. Et c'est quand même un gros avantage d'être sur une plateforme de cloud. Donc j'ai envie de dire, le point crucial après, in fine, c'est la donnée, parce que l'application va créer de la donnée, et la donnée, il faut la consommer. Pour peu que la donnée, après, elle soit un peu dans d'autres applications, on a besoin de faire communiquer ces environnements-là. Donc évidemment, une convergence vers une database qui soit unifiée, multimodèle, on développe quel que soit le besoin, aide grandement justement les métiers. Et cette surcouche donc, de low-code permet vraiment d'aller interroger du multisource et créer une application qui est ultra pertinente. Et in fine, en fait, les métiers peuvent plus dire l'application ne me correspond pas, c'est pas ce que je voulais, c'est eux qui l'ont fait. Donc voilà, on redonne aux métiers la possibilité de développer leur application. Ok, on a bien compris. L'autre avantage, moi, que j'y vois, c'est qu'on est dans une digitalisation à marche forcée, c'est ce qu'on dit en ce moment. Avec la crise Covid, il y a des PME, des commerces qui doivent absolument répondre à des besoins numériques en urgence et qui n'ont pas forcément des développeurs ou ces compétences. Est-ce qu'on peut adresser n'importe quel type de projet avec du no-code ? Oui, bien sûr, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut aujourd'hui avec le no-code. Il y a un outil pour tout. Vous avez besoin de faire du click and collect, vous avez besoin de mettre en place du paiement électronique. On a un client, par exemple, à Lyon, avec qui on a mis en place, on a refait un Doctolib pour la prise de rendez-vous, pour faire du dépannage à domicile. Il était sur un vieux système, un vieux logiciel métier qui ne permettait pas cette fonctionnalité. Et en combien de temps, ça, par exemple En un mois, c'était fait, et ça lui a fait économiser 2000 appels téléphoniques dès le premier mois. Donc, et le coût ça, le coût, je ne peux pas le dire. Peut-être pas sur cet exemple, mais... Quelques milliers d'euros. D'accord. Quelques milliers d'euros. Donc, il faut garder en tête cet aspect-là, c'est qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite, ça permet d'accélérer la transformation numérique des PME. Et il y a un autre point aussi qui est très important sur ces PME, c'est qu'un certain nombre d'entre elles aussi se retrouvent aujourd'hui face à des grosses startups. C'est le cas pour un client que l'on a en Vendée, qui est un ascensoriste, qui se retrouve face à une société qui a levé beaucoup d'argent dans le domaine du dépannage d'ascenseurs. Ces sociétés qui sont historiquement leaders sur leur marché se retrouvent démunies technologiquement. Comment je mets de l'IoT, comment je fais remonter de la data de mes réparateurs avec le GPS dans la voiture. Ils n'ont pas de direction technique en interne. Et donc aujourd'hui, grâce aux outils no-code, on peut leur proposer des solutions qui vont leur permettre de rattraper une partie de cette dette technologique à un prix qui soit accessible pour de la PME. Donc on a vraiment ce marché. C'est selon, je vais être un peu provocatrice, mais du coup, est-ce qu'ils vont encore avoir besoin de vous ? Parce que finalement, il suffit qu'ils aillent sur ces plateformes et qu'ils aillent récupérer l'outil qui leur permet de créer leur app. Bien sûr, mais de la même manière, Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez Excel que vous savez faire un business plan. Donc cette compétence métier, cette capacité à comprendre la construction d'un logiciel, elle restera indispensable. Aujourd'hui, vous avez des grands comptes qui ont des équipes de développeurs en interne et qui travaillent avec des prestataires en externe pour compléter les équipes également, pour apporter un savoir-faire. Donc nous, encore une fois, s'il y a 400 millions d'applications qui se font avec les outils no-code directement dans les entreprises par des gens qu'on appelle les builders, par opposition aux makers qui sont chez nous, ça sera génial. Il restera toujours 100 millions d'applications à faire. Et donc, c'est sur celle-là qu'on se positionne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un besoin d'éclairer la PME et les grands comptes sur le choix des outils à mettre en œuvre en fonction de leurs problématiques. Il y en a 500, il faut les aider là-dessus. Et ensuite, nous, on est des producteurs d'applications et on a de toute façon aussi une compétence qui est faite qu'on va en faire beaucoup. Et donc, plus on va en faire, plus on va aller vite, moins ça sera cher. Et c'est aussi cette expertise que va venir chercher notre client. Alors, il n'y a pas de besoin d'autant de développeurs donc pour sortir ces applications en low-code. Il n'y en a pas du tout besoin en no-code. On en a quand même besoin pour créer ces bases qu'on va utiliser, ces socles technologiques. Aujourd'hui, alors qui est positionné ? Moi, j'avais noté qu'il y avait quand même Microsoft Power Apps qui était positionné sur ce secteur.
Amazon aussi vient de communiquer sur Amazon Honeycode. Est-ce qu'on a des Français qui sont présents sur ce secteur de plateforme technologique no-code, low-code? Vous avez clairement une plateforme qui naît presque tous les jours ou tous les 2 jours, on en parlait tout à l'heure, ça va très très vite. Les plateformes françaises sont moins nombreuses. Convertigo, c'est ce que j'ai en tête en plateforme. Nous, clairement, on travaille que sur Bubble. C'est vraiment un choix assumé parce que c'est la plateforme qui nous... C'est la première Bubble qui soit apparue dans le secteur? Non, elle existe, cette plateforme-là existe depuis 8 ans à peu près, 7-8 ans. Si on remonte vraiment aux toutes premières plateformes low-code, c'est il y a au moins 20 ans. Donc clairement, après, elles ont évolué. Elles avaient plus des attributs d'automatisation de chaînes logistiques au début où il n'y avait pas du tout de code. Puis ensuite, quelques-unes ont muté pour rajouter des briques de code. Enfin, vraiment, l'environnement a énormément évolué en une vingtaine d'années. Mais du coup... Voilà, comme le disait Francis tout à l'heure, il y a un outil pour un besoin. Il faut choisir aussi l'outil par rapport à ce besoin. Typiquement, Bubble va pouvoir adresser 3 types de projets. Du lancement de projets très innovants, où il va falloir itérer très rapidement, développer rapidement des choses complexes, ne pas être limité techniquement. De l'application éphémère aussi, pour certains grands groupes qui parfois passent 1 à 2 années sur des applications qui vont avoir pour existence simplement 3 ou 4 semaines pendant un événement, par exemple, où là, on peut se demander de la pertinence de l'allocation de la ressource, on aurait peut-être pu rationaliser ça un peu mieux. Et également, le dernier cas d'usage, c'est quand même la digitalisation de process existants. Vous avez énormément de métiers aujourd'hui qui utilisent des feuillets Excel très difficilement intelligibles, qui sont compliqués à utiliser, qui demandent du temps de compréhension, qui ne peuvent pas être transmis dans toutes les équipes. Là, on va pouvoir afficher la data beaucoup plus clairement avec un niveau qui permet également de donner des accès à plusieurs services différents dans la même entreprise. Ça permet de libérer vraiment l'innovation, alors soit fait en interne, avec le citizen developer, celui qui commence à mettre vraiment les mains dans la machine jusqu'à ce qu'il soit limité et ait besoin de partenaires techniques, voilà, comme les agences low-code qui existent, ou alors passer directement par un prestataire pour faire ce genre de choses. Mais du coup, ça bouleverse vraiment la programmation en grande entreprise et chez les entrepreneurs aussi, sur cette typologie de projet. Et quand on voit autant de plateformes se créer, on se dit que c'est un bon investissement, non, si on est VC, de parier sur ces nouvelles plateformes low-code. Philippe Vauchny, comment vous voyez l'avenir, vous, du low-code, no-code? L'avenir, justement, c'est un peu, on a vu là, c'est marrant, c'est un peu l'histoire du cloud dans le sens où on a vu la virtualisation qui arrivait, on a vu la conteneurisation qui arrivait, on voit le low-code qui arrivait, on voit tout ça. Moi, je pense que l'avenir, en fait, il est peut-être dans une IA qui permettra de créer nativement ces applications-là. On va donner, en fait, nos besoins, nos exigences, et puis on aura un moteur, en fait, d'intelligence artificielle qui va, de ce fait, en fait, créer l'application suivant les besoins métiers et l'accélérer. C'est peut-être l'avenir, justement, du low-code et la trajectoire idéale. Mais en effet, je vois très bien, très clairement, en fait, des lignes métiers être encore beaucoup plus agiles, en fait, dans ces productions-là, et aller encore beaucoup plus rapidement, en fait, dans la création de ces applications-là, de manière complètement autonome et vraiment sous une approche no-code 100%. Quelle est la réaction des professionnels de la programmation quand ils voient ces plateformes se développer ? Je pense qu'ils vont être obligés de s'y mettre parce que, si vous voulez, aujourd'hui, quand on fait quelques études, on a eu, nous, l'occasion de faire une étude avec une grande banque de réseau en France et de comparer le coût technologique rapporté au nombre de clients entre une néobanque américaine et une banque de réseau en France. Donc, 2 univers complètement différents. Aujourd'hui, on fait une néobanque avec 10 millions d'euros d'investissement. Donc, la barrière à l'entrée, c'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Et quand on compare les deux, on se rend compte que le coût technologique du client aux US, il est 95% moins cher. Donc, il y a toute cette legacy, toute cette histoire technologique chez les grands comptes. 50% de leur budget aujourd'hui informatique est dédié à des applications maison en propre. Et donc, derrière, il faut les maintenir avec tout ce que ça toutes les conséquences qu'il peut y avoir, les équipes qui bougent, les prestataires qu'on change. Donc, c'est très, très difficile à maintenir. Donc, je pense qu'effectivement, l'avenir, il est au no-code parce que toutes ces sociétés ont besoin de changer, elles ont besoin d'aller plus vite. On ne transformera pas un grand compte en start-up, ça c'est sûr, mais on va leur permettre d'aller beaucoup plus vite, de passer de projets qu'on mettait 10 à 12 mois en 6 à 8 semaines. Donc pour eux, c'est énorme. Et ils sont
propriétaires quand même de leur application, enfin, le fait que ce soit hébergé sur des plateformes cloud? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la grande force d'Uncork, qui est la plateforme aujourd'hui no-code pour les grands comptes, qui avait 400 millions, dont on est les premiers partenaires en France. Cette plateforme apporte toute la sécurité, tous les éléments de garantie pour les grands comptes. C'est absolument indispensable parce que, bien évidemment, quand on a un grand compte, on est beaucoup plus vulnérable à des attaques informatiques. On est beaucoup plus conscient de la nécessité d'être RGPD compatible, de pouvoir accéder partout à ces données. On ne veut pas que ces données soient partagées avec d'autres. Donc, il faut avoir des serveurs dédiés pour ça. Et donc, ces applications aujourd'hui sont tout à fait capables de répondre à tous ces besoins. Alors, l'accueil des professionnels de la programmation, quel est-il? Ils se disent, ça y est, on n'a plus besoin de moi, va falloir qu'on revoie toute notre formation. Comment... Alors, vraiment, nous, on ne le voit pas comme ça. On pense vraiment que c'est plutôt des super pouvoirs pour les développeurs, ces nouveaux outils. C'est des nouveaux outils qui permettent de répondre à ce double phénomène dont on a parlé tout à l'heure. L'explosion de la demande digitale, plus de 500 millions d'apps d'ici 2025, c'est une réalité, c'est plus que tout ce qu'il y a eu depuis 40 ans, ça accélère vraiment violemment, et une raréfaction du nombre de développeurs compétents. Donc face à ça, il faut trouver des solutions. Et une des grandes solutions, c'est les plateformes no-code, low-code, qui permettent de rationaliser aussi le nombre de développeurs dans une même équipe de développement. Hier, une équipe de développement, il fallait un intégrateur front, quelqu'un qui travaille sur clairement toute la partie front de l'application, un développeur back et un DevOps. Donc au moins 3 personnes spécialisées sur 3 sujets différents. Aujourd'hui, avec ces plateformes full stack, on a une seule personne qui gère les 3 aspects. Donc ça va beaucoup plus vite et en plus on a besoin de moins de monde. Et en termes de compétences, ça veut dire qu'on peut aussi plus facilement se lancer dans la programmation et peut-être retrouver facilement un job. Bien sûr, il faut beaucoup moins de temps pour former ces personnes. Un développeur, un bon développeur, c'est 2 ans. Vous pouvez former quelqu'un sur Bubble, sur du Webflow ou sur d'autres outils comme Airtable en 3 à 6 mois. Vous avez 3 à 6 mois. Et ben, si vous cherchez une reconversion, voilà, peut-être essayer le low-code, no-code. Merci beaucoup. Merci Philippe Wojcik, directeur Cloud Engineering Oracle France. Merci Pierre Launay, président d'Agence Cube, et Francis Lelong, cofondateur et CEO d'Allegria Tech. Allegria comme la joie. Exactement. La tech joyeuse. Juste après la pause, on a rendez-vous avec notre gentleman numérique qui va nous dire comment faire front face aux haters.